Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Il fait beau au jardin botanique de Kinshasa ces jours. C'est le cadre choisi pour votre émission Coup d'œil sur l'environnement de ce dimanche. Dans cette émission, nous allons évaluer, mieux faire le bilan de la Convention internationale sur le commerce de faune et de flore sauvages en voie d'extinction. 3 ans après. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau aujourd'hui le coordonnateur CITES RDC, le professeur Augustin Ngumbi Amouri, pour nous faire le bilan de la CITES 3 ans après. Avec mes confrères de la RTNC, de Télé 50, de presse écrite, nous allons ensemble dans un format de conférence de presse essayer de changer avec le coordonnateur national de la CITES RDC le bilan de ces services au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Nous vous invitons à venir suivre et à découvrir surtout ces services qui est peu connu jusqu'aujourd'hui, mais qui demain peut générer énormément de ressources pour le trésor public de la République démocratique du Congo. Venez avec nous et suivons ensemble ce bilan. En qualité de directeur coordonnateur, pour faire ce bilan, parce qu'il est présentement à Kalemi, en dehors de la ville, en mission de service. Alors, ce que je voulais dire, c'est le transfert de la CITES, qui est une convention de Washington sur le commerce des espèces sauvages, a été géré pendant 40 ans par la direction de la conservation de la nature. Donc la direction de la conservation, c'est la dernière structure du ministère de l'Environnement. Avant cette direction, il y a eu d'autres structures. Je parle de cette direction, c'est au nom de l'ensemble des autres directions. Donc pendant 40 ans, l'administration du ministère de l'Environnement, dont nous faisons partie, parce que l'ICCN fait partie aussi du ministère de l'Environnement, bien que jouissant d'une autonomie de gestion en tant qu'établissement public, mais l'administration du ministère de l'Environnement, à travers une direction, a géré pendant 40 ans presque cette convention. Alors cette gestion-là a posé problème au pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que vous êtes les hommes de la presse. Vous allez consulter les rapports de la 66e session du comité permanent de la CITES qui s'est tenue à Genève au 15 janvier 2016. Cet organe de la CITES a fait le bilan. Le bilan négatif au niveau du pays. En fait, ce n'est pas le problème de l'individu, parce qu'il y a eu beaucoup de successions, il y a eu de changements. Alors, en un mot, la gestion de la CITES pendant 40 ans a été caractérisée par les antivaleurs et les mauvaises pratiques. Les mauvaises pratiques sur le plan international et sur le plan national. Alors, ces antivaleurs et mauvaises pratiques sont résumées dans l'arrêté de transfert. Il suffit de consulter l'arrêté 021 du 31 août 2017 a cité les antivaleurs. Je vais citer quelques-unes pour ne pas abuser de votre temps. Les dépassements chroniques des quotas d'exportation. C'est-à-dire les espèces sortent, quittent le pays sur base d'un quota. Mais ce quota a été dépassé de manière chronique. C'est noir sur blanc dans l'arrêté. Et on cite également la circulation des faux permis en provenance de la RDC. Donc la RDC a perdu la crédibilité. On ne savait plus distinguer les vrais des faux documents. On a parlé également du manque de stratégie adéquate pour lutter contre le trafic des espèces sauvages, les commerces de l'ivoire, des écailles de pangolais, les parcs animaliers qui se sont multipliés en désordre. On a parlé de la délivrance des permis par complaisance, c'est-à-dire sans preuve de l'origine légale. C'est-à-dire un permis pouvait être délivré au téléphone. Quelqu'un appelle, j'ai besoin de sortir tel animal, il a un permis.
Vous voyez, ce sont des choses qui sont dites dans l'arrêté des transferts. Et on a parlé également des changements intempestifs. Il y a eu un changement intempestif des cadres. C'est-à-dire qu'il y avait un clientélisme. Chaque fois qu'il y avait un changement, un événement au niveau du gouvernement, il y avait changement des directeurs qui géraient la CITES. Alors cela a plongé le pays sur la liste noire de la CITES. Il n'y avait pas de suivi des recommandations adressées à la République. Donc c'était plus une chasse gardée des individus qui voyaient cela. On parle même dans les rapports de la CITES, on parle même des pots de vin, de la corruption. Le rapport le dit. Le rapport est éloquent. Ce que moi j'ai dit, je me réserve. Mais le rapport cite même les cadres, même les fonctions de certaines personnes. C'est un rapport qui a été publié au monde. Il est disponible sur Internet. Alors, au regard de tout cela, l'autorité politique a décidé de transférer. Parce que sur le plan international, on avait demandé à ce que le pays, le gouvernement congolais change le système. C'est-à-dire pas seulement remplacer les individus. Changer le système qui devait extirper les antivaleurs et les bonnes pratiques. Et voilà, ces changements coïncident même avec la vision du chef de l'État actuel. Alors, c'est pour cela que le transfert a été ordonné à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est dirigé par un pasteur, qui a ainsi imprimé les valeurs spirituelles et morales aux agents. Et c'est comme ça qu'une coordination a été créée pour corriger, on peut dire même le terme, extirper les antivaleurs. Et depuis que cela a été créé, c'est en 2017, le 31 août, mais il y a eu des résistances. La remise-reprise n'a pas eu lieu. Ça n'a pas été facile de faire la remise-reprise. Parce que vous voyez, quand on change le système, on enlève un service. Dans un service, il y a eu des guerres. Et même aujourd'hui, nous venons d'une réunion où la guerre s'est manifestée au sein de l'administration par rapport à la gestion de la CITES. Il y a de l'amalgame entre les services d'assiette et l'organe de gestion. Il y a de l'amalgame. Alors qu'est-ce qui a été fait? C'est depuis ce changement-là, de 2017, le 31 août, la remise et reprise n'est intervenue que vers le 28 décembre. Et vers le 28 décembre 2017. Vous voyez, c'est vers la fin de l'année. Donc, notre gestion peut être retracée à partir de janvier 2018. 2 ans seulement. Et dans 2 ans, je peux vous livrer un bilan qui est connu, qui est partagé, même sur le plan international. Et parmi les grandes actions, je vais citer jusqu'à 3-4 actions phares. Parmi les actions, il y a notamment l'identification électronique, l'identification de tous les commerçants, parce que tous ceux qui exploitaient n'étaient pas identifiés. C'est la raison pour laquelle il y avait la fraude. Parce que quand les gens ne sont pas identifiés, ils pouvaient se donner à tout. Alors, il y a eu également le lancement depuis le 1er juin de la plateforme de gestion informatisée de la CITES, appelée CEMIS. Nous avons déjà eu à expliquer ça devant la presse, qui est la première initiative de genre en Afrique, qui a permis au pays de redresser un grand nombre de recommandations internationales qui sont à jour. Il y a eu également le changement des modèles de permis. Aujourd'hui, les permis de la RDC portent un code KIER pour éviter toute falsification. Il y a eu également parmi les actions que je peux citer, le rapatriement. Le rapatriement des animaux de la RDC saisis à l'étranger. Il y a eu le rapatriement de 20 singes de la province du Zimbabwe qui sont partis. Cette action ne s'est jamais faite au niveau du pays. Il y a eu également le rapatriement en 2018 des perroquets gris qui étaient saisis à Istanbul. Donc, on n'a jamais connu ces cas-là, où les animaux de la RDC qui ont été saisis à l'étranger ont été rapatriés. Donc, nous avons rapatrié 2 fois. Et en 2018, il y a eu même, nous avons préparé la destruction de l'ivoire. Il y a l'ivoire qui a été brûlé. Il y a eu plus d'1 tonne d'ivoire et plus d'1 tonne de cas de pangolais qui a été brûlé. Vous avez suivi dans les images, c'était brûlé à l'époque. C'était brûlé à l'époque par le président honoraire. Il y a eu destruction de cela pour montrer que le pays avait pris une décision de lutter contre le trafic des espèces. Mais aujourd'hui, le lancement de la plateforme de gestion informatisée, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État consistant à numériser l'administration.
Et cette numérisation est en marche. Aujourd'hui, nous avons les statistiques sur les chiffres des recettes mobilisées dans le secteur de la faune, dans le secteur de la flore. Nous avons partagé cela avec la délégation syndicale du ministère de l'Environnement. Nous avons montré avec les graphiques. Nous avons partagé avec la DGRAD, ces chiffres-là. Nous avons partagé avec la DGRAD. Et même un rapport a été transmis à l'Inspection générale des finances. Par rapport à tout ce que nous avons vu, comme MOVI, ils vont faire leur travail de manière indépendante. Donc vous voyez, le travail que nous avons fait permet de montrer clair ce qui se passe dans ce secteur. Donc la dimension internationale de la CITES, la dimension technique, la dimension sécuritaire sont les dimensions-là qui échappaient à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes, et l'administration n'a pas été capable d'assumer ces dimensions-là. Ces dimensions internationales, dimensions diplomatiques, dimensions techniques, l'administration n'a pas été à mesure. N'a pas été à mesure d'assumer ces dimensions-là. Donc aujourd'hui, vraiment, beaucoup de griefs qui avaient plongé le pays sur la liste noire sont redressés à plus de 80%. Nous sommes un peu modestes, on ne peut pas dire 100%, parce qu'il y a le travail à faire. Et le grand problème qui se pose maintenant, c'est l'harmonisation des textes. Les textes maintenant qui doivent régir l'organe de gestion CITES, qui a révélé la transversalité. Parce que le travail consiste à travailler en synergie avec les différents ministères. Il y a le ministère de l'Environnement, qui est notre ministère de tutelle, dont nous faisons partie, mais il y a aussi le ministère de Pêche et Élevage, qui également a des services d'assiette à ce qui concerne le poisson. Et les autres services, recherche scientifique, culture et art, il y a toute cette dimension-là de la CITES qui échappait au commun des mortels. Donc vraiment, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, au nom de son directeur général, est heureux d'annoncer ces bilans. Ces bilans devant la presse, ces bilans devant l'opinion nationale et internationale, et cela est vérifiable. On peut vérifier et se documenter. Il y a eu des réactions internationales par rapport à ces réformes. Il y a eu des félicitations adressées au gouvernement congolais. Maintenant, il est temps que cela soit consolidé pour l'intérêt de la République. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai dit et je vous remercie. À l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et c'est bas pour récupérer la CITES. Et voilà, il vient de nous présenter un grand travail abattu en peu de temps. Ce travail qui n'avait pas été fait à l'époque. Il y avait des abus. Il n'y avait pas d'organisation. Aujourd'hui, avec un système informatique qui est mis en place, il y a maintenant la traçabilité. Il y a tout ce que nous pouvons faire. La fraude est combattue aujourd'hui. Faut-il laisser maintenant la CITES rentrer au ministère de l'Environnement dans ces conditions, ou il faut que CITES reste à l'Institut congolais pour la conservation de la nature? C'est à vous de poser maintenant toutes les questions, vous et moi, pour que nous puissions éclairer l'opinion sur ce duel qui est entre le ministère de l'Environnement et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Comme je l'ai dit, vous sollicitez la parole, vous déclinez votre nom et votre organe et vous posez votre question et le coordonnateur va répondre à cette question. Et il est là, entouré de son équipe. Tout ce que vous voyez derrière là, c'est avec eux qu'il a abattu ce travail qu'il nous présente présentement. Donc vous pouvez lui poser toutes vos questions. Je vous ai bien suivi. Vous dites qu'à l'époque où il y a 40 ans passés, la gestion du département en question était aux mains du ministère de l'Environnement. Et comme vous avez dans votre exposé dit cela, que c'est le bilan où la gestion était catastrophique et qu'aujourd'hui il y a un peu d'organisation, il y a la guerre parce qu'ils veulent reprendre ça. Quelle est par rapport à ça la position de l'ICSN? Merci M. Kenny de Reuters. Je voulais clarifier ici que ce n'est pas le ministre de l'Environnement qui fait la guerre contre l'ICSN. Non, c'est non-sens. Parce que
l'ICSN est sous tutelle du ministre de l'Environnement. Et si nous n'avions pas le soutien du ministre, nous n'allions pas faire tout ce travail. Donc, je le confirme ici, la guerre, c'est entre les services de l'administration. Les services de l'administration, particulièrement la direction chargée de la conservation de la nature, qui a géré la fonction de l'organe de gestion CITES avant. Et d'où l'organe de gestion a été transféré vers l'Institut congolais pour la conservation de la nature. C'est là, donc ce n'est pas le ministère, nous faisons tous partie du ministère. Comme on dit, c'est une guerre entre maisons. Hein, nous faisons partie dans le ministère, bien que l'ICSN jouit de l'autonomie de gestion. Alors, quelle est la position de l'ICSN face à cette guerre? La position est la suivante. Quand les parents veulent procréer les enfants, ils ne vont pas consulter les enfants. Ils ne vont pas dire aux enfants que nous, vous, les enfants, nous voulons avoir d'autres enfants. C'est une décision des parents. Et c'est pour cela que j'ai dit le transfert de la direction de la conservation de la nature à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est une décision politique qui a été mûrie, qui a été préparée par le ministre de l'Environnement de l'époque et qui est soutenue également par l'actuel ministre qui n'a pas cédé à cela. Et cela a été discuté à toutes les dimensions, même jusqu'au niveau de la présidence de la République. Alors c'est pour cela que j'ai dit, cette décision-là relève des parents. C'est-à-dire, ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui ont créé les services. Ceux qui ont créé les services, c'est l'État. Et l'État ici, nous travaillons tous pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État, qui est le garant de la nation, qui est le gardien, qui est le garant des fonctionnements réguliers des institutions et qui est le répondant. Qui est le répondant de toutes les questions qui se posent. Je vous ai dit, la CITES touche à la diplomatie. Touche à la diplomatie, touche aux questions de l'environnement, touche aux questions sécuritaires. Or, les questions, selon la Constitution, notre Constitution qui touche à la diplomatie, à la sécurité, qui touche à ces deux dimensions-là relèvent du gouvernement et du président de la République. Donc, vous voyez, celui qui a le dernier mot dans cette guerre, c'est le chef de l'État, qui regarde, qui met en œuvre sa vision. Qui met en œuvre sa vision et qui ne met pas en œuvre. Et je vous ai dit que nous, le travail que nous avons fait, c'est d'arrêter les mauvaises pratiques, d'extirper les mauvaises pratiques pour que l'État gagne. Donc voilà la réponse que je voulais donner à cette question. Je vous remercie. Oui, avant d'accorder la parole, il y a une question qui m'est venue en tête, monsieur Augustin Ngumbi. Dans le système informatique CEMIS, pourquoi la direction de la conservation de la nature, qui représente le ministère de l'Environnement, n'est pas impliquée dans ce système-là? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose à cacher au niveau de l'organe de gestion CITES? Merci de donner. Dans la plateforme de gestion CEMIS qui a été lancée, c'est en fonction des attributions. La direction chargée de la conservation de la nature assume le rôle de l'autorité scientifique actuellement. Autorité scientifique en matière d'Afromosia et de Bubinga, qui sont les deux essences de bois d'œuvre. Et en cette qualité-là, cette direction-là, qui est aidée techniquement par la direction d'inventaire et aménagement forestier et la direction de gestion forestière, participe régulièrement dans la gestion de la CITES. D'ailleurs, nous venions d'avoir une réunion il n'y a pas longtemps, des comités restreints, des comités scientifiques restreints, c'est très régulier. Donc il y a l'espace autorité scientifique dans la CEMIS, dans notre plateforme de gestion, qui a été créée, qui sera activée dans les jours à venir. Néanmoins, les autorités scientifiques sont consultées. Ils sont consultés avant que nous ne puissions signer les permis. Mais le problème ici, ce n'est pas celui-là, mais c'est des données. Le problème ici, c'est que
il y a de l'amalgame qui a été créé. Il y a de l'amalgame qui ont été créés en matière de mobilisation des recettes. Cette direction dit qu'elle ne sait pas mobiliser les recettes parce que la CITES est entre les mains de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Vous voyez, c'est ça le problème et c'est ça la confusion. Alors que l'Institut congolais pour la conservation de la nature contribue à la mobilisation des recettes par les différents services d'assiette. Par les différents services d'assiette qui sont au ministère de l'Environnement, les coordinations provinciales de l'environnement, y compris des autres ministères. Donc vous voyez, c'est ça, au moins il y a une manière de faire comprendre, c'est une question de vision en fait. C'est une question de vision où on doit faire asseoir les services pour expliquer ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, nous on n'a pas attendu ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Mais on doit faire asseoir chacun pour comprendre ce qu'il doit faire et ses limites par rapport à cela, par rapport aux différentes dimensions. Je vous remercie. J'ai deux petites questions, peut-être que vous avez déjà répondu en partie. D'après vous, pourquoi est-ce que ces services réclament la gestion de la CITES? Deuxièmement, vous avez dit qu'il n'y a que le président de la République qui peut trancher ce problème. Est-ce que vous l'avez déjà vu ou vous comptez le voir? Merci Madame de Top Congo. Je disais, je ne suis pas porte-parole des services ni syndicaliste des services. J'aurais voulu préférer parler de notre bilan. Mais par rapport à votre question qu'on vous avait posée, pourquoi il réclame? Nous venons d'être dans une réunion avec la délégation syndicale et la direction de la conservation de la nature. Je crois que ça, au moins, c'est quelque chose. Vous avez été là, vous avez filmé, vous avez suivi, bien sûr, la grande partie des discussions se sont déroulées en dehors de la presse. Il y a eu les délégués de la présidence de la République, la DGRAD, était aussi présente avec nous pour montrer qu'il n'y a pas de choses à cacher. En fait, qu'est-ce qui est réclamé? D'après nous, nous voyons, c'est plus une question des habitudes du passé. Une question de réclamer ce qui a été fait par le passé. Donc on peut dire, c'est comme si le transfert de la CITES a été vu comme si c'est le beefsteak qui aurait été arraché à certains services, qui réclamerait ce beefsteak-là. Alors c'est ça qu'il faut bannir, parce que nous devons travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. Parce que l'argument, par exemple, qui est brandi de mobilisation des recettes, nous avons démontré comment nous contribuons à la mobilisation des recettes sans être service d'assiette. Et c'est ça même la grande question. La grande question que nous avons discuté avec des gérants. Ce n'est pas que nous touchons, non, mais nous avons fait mobiliser par les autres services. Donc vous avez compris qu'il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau-là. Et il y a parfois certains textes qui ont été préparés à l'insu de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est l'organe de gestion CITES. Et comme c'est l'administration qui prépare certains documents à discuter avec la DGRAD, avec les autres services, ils ont mis encore les attributions de confier à la direction chargée de la conservation de la nature de mobiliser certaines recettes, tout en oubliant que cette direction n'est plus l'organe de gestion. Vous voyez, c'est un piège. Donc on veut, à travers les textes financiers, arriver à obtenir les retours de l'organe de gestion CITES, alors que cela a été pris suite à une décision politique et suite à une décision diplomatique en tenant compte de toutes les dimensions. Donc vous voyez, c'est là, j'avais dit, jusque-là, notre ministre de l'Environnement n'est pas... Il est capable de trancher. C'est pour cela que vous voyez, il n'a jamais signé d'arrêté contraire. Il n'y a jamais eu d'arrêté contraire depuis le transfert. Là-bas, il n'y a que plus de peur que de mal. Et jusque-là, à l'interne, il n'y a jamais, il n'y a pas eu abrogation. Mais je dis, après tout, celui qui tranche en dernier, c'est le président de la République. Parce que cette question touche aussi à la diplomatie et à la sécurité. Donc vous comprenez, donc c'est pour cela que j'ai dit, mais à l'interne, le ministre n'a pas dit qu'il n'a pas tranché. Non, le ministre avait tranché parce qu'il a transféré. Il a transféré. C'est seulement, il y a ce qu'on appelle des boucans. Il y a ce qu'on appelle des murmures à l'interne. De murmures à l'interne. Et ces murmures-là, on veut occulter les raisons qui ont plongé les pays sur la liste noire.
Les raisons qui ont plongé, c'est cette mauvaise gestion-là, ces mauvaises pratiques pendant 40 ans. On croit que maintenant, en retournant aujourd'hui, on va les corriger alors qu'on est déjà en avant. On est déjà hyper informatisé, on est déjà hyper numérisé où les choses évoluent. Donc c'est ça le grand problème. Arlette Boutella, Télé 50. En fait, moi, ma préoccupation, c'est en rapport avec, vous avez notamment évoqué la 66e session du comité permanent qui a justement statué et les décisions issues de cette session a milité à ce que l'on puisse changer un tout petit peu les choses au pays. Et je me dis aujourd'hui, après 2 ans, plus ou moins 2 ans de gestion de la nouvelle équipe, vous avez brossé un bilan plus ou moins satisfaisant. Alors je me dis, est-ce que la CITES, le comité, peut influer sur la décision de maintenir l'équipe ou de changer d'équipe? Parce que l'une des raisons évoquées, c'est entre autres ce changement récurrent des gestionnaires qui ne permettaient pas à ce que l'on puisse faire un très bon suivi. Et deuxièmement, j'aimerais poser la question en ce qui concerne le mandat du comité de la CITES. En principe, ça doit faire combien d'années? C'est renouvelable ou c'est nominatif? C'est le président qui nomme? Ça se passe comment? Merci madame. Je disais, le comité CITES qui a recommandé, oui, le rapport est là, il est disponible. En fait, le comité CITES n'avait pas dit qu'il faut enlever de cette direction vers une autre. Non, parce que vous voyez, il y a le principe en matière d'organisation internationale de non-ingérence dans les affaires intérieures du pays. Ils ont formulé les critères. Et le rapport est clair. Le rapport a démontré à l'époque que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui était autorité scientifique, était suffisamment organisé, avait la confiance des bailleurs de fonds sur le plan international, même des partenaires, et avait même des cadres suffisamment formés à l'époque sur les questions de la CITES, avait des capacités de mettre en œuvre la CITES, mais avait déploré que cette autorité-là, l'ICSN, qui était bien outillée, bien informée, ce n'est pas elle qui était les responsables de la CITES au niveau du pays, et avait fait les comparatifs. La direction de la conservation de la nature, qui avait la responsabilité à l'époque, n'avait pas de capacité à l'époque, et le système à l'époque ne permettait pas, par rapport à son organisation, avec les doubles, avec la hiérarchisation, ne pouvait pas permettre à ce que la CITES soit correctement mise en œuvre. Et le comité permanent avait tout simplement recommandé de changer complètement le système. C'est ça le mot qui se trouve dans le rapport qui est disponible sur Internet. C'est le gouvernement maintenant qui a compris que pour changer le système, il ne fallait plus laisser la CITES à la direction de la conservation de la nature. Et aussitôt que ce changement a été opéré, il y a eu une mission diplomatique de notre ambassadeur. L'ambassadeur Zeno Mukongo à l'époque, qui était l'ambassadeur en Suisse, à Genève, et était parti au niveau de la CITES avec la délégation du ministère de l'Environnement et de nous-mêmes pour assurer la CITES, donc la communauté internationale, que le pays avait fait des changements. Et la CITES avait dit que c'était le meilleur changement, avait salué cela et avait dit que c'est ce qui était attendu. Donc vous avez compris par là que c'était un changement qui était réellement attendu. Et nous sommes en train de travailler pour sortir les pays de la liste noire. Et on n'a pas encore sorti de la liste noire. On a atteint presque les 80% des points. Faut-il retourner à la direction chargée de la conservation de la nature? Est-ce que cela va plaire au niveau mondial, qui a fait des reproches? Donc vous comprenez qu'il y aura quand même certainement des problèmes qui peuvent avoir une incidence sur les commerces au niveau du pays. Peut-être une suspension générale du commerce au niveau du pays, parce que les pays étaient suspendus d'ailleurs plusieurs fois à l'époque. Étaient suspendus plusieurs fois. Alors je crois que c'est à ce niveau-là. Nous, on ne peut pas demander à la CITES internationale, non. Nous avons ratifié la convention. Nous avons les obligations de mettre en œuvre correctement la convention. Et il appartient maintenant au gouvernement qui est les répondants, qui est les garants de cela, d'agir à ce niveau-là. Les mandats, l'arrêté a dit transférer à durée indéterminée. Donc l'arrêté a transféré à durée indéterminée. Donc il n'y a pas de mandat, c'est un service. C'est un nouveau service. Donc on a créé ça comme un service. D'ailleurs, ailleurs, dans d'autres pays, la CITES, quand vous voyez, la CITES a beaucoup plus d'influence. Et parfois, il y a même un établissement autonome. Heureusement, c'est à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est un établissement public qui a une autonomie de gestion.
et bien qu'elle est placée sous tutelle du ministère de l'Environnement. Je vous remercie. Michel Kouki, AirTech Tropicana. J'avais 4 questions, mais vous avez déjà répondu à la première. Parce que je me posais la question de savoir si la RDC était toujours dans la liste noire. Vous avez dit oui, nous sommes encore dans la liste noire. Mais la relance que je voulais faire par rapport à cette question, c'était le pourquoi. Pourquoi nous continuons à être gardés dans la liste noire? La deuxième question, quels sont les garde-fous que vous mettez en place en vue de contourner toutes les tentatives de saper tous les efforts et stratégies que vous mettez en place pour réglementer la question liée à l'exportation des espèces, de la faune et de la flore sauvage? La troisième question, vous avez organisé récemment la réunion avec le Ségus. Vous avez promis une autre rencontre technique pour en vue d'harmoniser les vues. Où est-ce que nous en sommes maintenant? Parce que vous aviez promis. Et la dernière question, c'est, vous avez eu à vanter votre bilan. Combien a été exactement mobilisé en faveur de l'État congolais à travers toutes les stratégies que vous avez mises en place dans ces secteurs? Merci, M. Michel. Je voulais commencer par pourquoi les pays d'émet sur la liste noire. Vous voyez, quand on entre dans la liste noire, pour en sortir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour sortir de la liste noire. Il y a eu des recommandations qui avaient été adressées à la République. Et nous sommes en train de mettre en œuvre ces recommandations dans 2 ans seulement. Bilan. Donc il faut travailler davantage. Vous avez vu les CEMIS, la plateforme de gestion informatisée qui a été lancée, qui est la première, un pays sur la liste noire, devient une référence en Afrique. Parce qu'il n'y a pas un pays qui a lancé cette plateforme-là en Afrique. Alors pourquoi cela? Nous devons maintenant utiliser notre machine diplomatique. La machine diplomatique pour prévaloir les acquis actuels, pour sortir de cette liste noire. Parce que nous, pour le moment, en tout cas, nous ne trouvons plus de raisons d'être. Parce que le point que nous avons obtenu pour le moment, nous avons même dépassé d'autres pays qui ne sont pas sur la liste noire. Il y a certains pays africains, tout simplement parce qu'ils jouissent d'une bonne diplomatie agressive, qui a fait défaut un peu par le passé, qui a fait défaut. Et avec notre diplomatie actuelle, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que les efforts de la République seront prévalis. Parce que vous voyez, les questions de la CITES se discutent même au sommet des chefs d'État et des gouvernements lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En marge, il y a souvent une question dédiée au trafic des espèces sauvages. Et c'est là que la question de la CITES se discute. Il y a même les consortiums internationaux de la criminalité liée aux espèces sauvages. Vous voyez, il y a au plus haut niveau où des questions se discutent. Et à ce niveau-là, on doit être en mesure de présenter les efforts. Et nous aurons bientôt une réunion du comité permanent en virtuel qui aura lieu au mois de mai, vers le 23 mai, ici en virtuel. Nous allons présenter, nous avons fait les rapports où nous avons demandé à ce que le pays sorte sur la liste noire. Donc vous voyez là, il y a des batailles. Ce n'est pas facile, il y a certaines ONG qui gagnent aussi lorsque le pays est sur la liste noire. Mais nous allons nous battre avec nous comptons sur vraiment la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République et notre ministère des Affaires étrangères. Vous voyez, la CITES est gérée à ce niveau-là également pour prévaloir les efforts. Alors, quels sont les garde-fous pour ne pas saper ces efforts? Le garde-fou, c'est d'abord vous, les amis de la presse, qui devez dire la vérité de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Parce qu'il y a toujours les gens qui torpillent l'information. Ce que je vous dis est vérifiable. Est vérifiable et documenté en ligne. C'est à vous, les gens de la presse, qui pouvez également édifier l'opinion par rapport à ce qui se passe. Mais les garde-fous en tout que nous avons, c'est le ministre de l'Environnement, qui aime également ce bilan de la cité, fait partie de son bilan. Et après tout, le chef de l'État, qui est le garant du fonctionnement régulier, qui est sensible lorsqu'il apprend que ça marche quelque part, il est sensible. Et c'est lui le garde-fou. C'est lui le garde-fou. Les gens croient que comme on peut changer à tout moment, les garde-fous dans tout cela, c'est le gardien, c'est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Lorsqu'il apprend qu'il y a un secteur où les choses marchent, il est curieux, il est intéressé à cela. Et nous sommes contents parce que dans toutes les réunions que nous faisons, nous sommes accompagnés par la présidence de la République. Même la réunion d'aujourd'hui, nous avons discuté avec le ministère de l'Environnement, où la délégation syndicale du ministère de l'Environnement nous a explicité les désidérata au sein de ces ministères-là.
autour du transfert qui était fait en 2017. Il y avait la présence de la présidence de la République qui était représentée, qui est témoin de toutes ces choses-là. Pour éviter que l'information soit torpillée, ils ont l'information à la source. Donc je crois que c'est ça notre garde-fou, son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que la cité se met en œuvre sa vision actuellement. Donc les réunions promises, je crois, nous les aurons. Nous allons, cette promesse-là, nous les aurons de temps en temps, nous allons vous convier avec les services pour en parler, même à la réunion de la task force qui aura lieu d'ici la fin du mois, avec tous les services d'application, qui luttent contre le trafic des espèces. Vous serez conviés. Et combien a été mobilisé? Je crois les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Nous les avons présentés hier à la DGRAD, à travers les points focaux. Aujourd'hui, devant l'administration du ministère de l'Environnement, nous avons présenté ce chiffre-là. Je crois que je me réserve de les dépouiller. C'est par écrit. Je n'ai pas ces papiers avec moi ici. Il y en a des millions de dollars dans le secteur des bois que nous avons pu constater. Mais dans le domaine de la faune, ce que nous avons constaté, en tout cas, il y a une sous-mobilisation à cause d'une mauvaise politique. C'est-à-dire, les textes même, les arrêtés interministériels qui ont été préparés, à l'époque, vous comprenez, n'ont pas connu la touche technique de la CITES. Nous ne remettons pas à cause la technicité de ceux qui ont préparé. C'est tout simplement une question d'information qui doit être apportée par rapport à la valeur de certaines espèces à l'extérieur du pays pour que cela profite au trésor public. Parce que comment se fait-il que, par exemple, je donne un exemple, un permis de capture contient plus de 10 000 espèces et vous trouvez quelqu'un paye 90 000 francs congolais au trésor public. Comment le pays va gagner? Plus de 10 000 espèces sur un permis de capture. Et la personne à l'extérieur peut faire plus de 100 000 $. Bon, comment le trésor public peut gagner? Donc vous comprenez, il y a un problème. Le secteur des bois mobilise beaucoup. Il mobilise beaucoup. C'est tous les exploitants industriels de bois. Ils mobilisent beaucoup. Mais il y a encore un problème dans le secteur de la faune. Donc il y a un travail qui doit être fait, mais sans tuer le climat des affaires. Sans surcharger les exploitants. Parce que vous voyez, il y a la corruption dans les pays, qui est combattue d'ailleurs par les chefs de l'État. En dehors de ce qui est payé, quelqu'un qui va payer 93 000 francs, en tout cas, vous êtes avec moi, nous sommes Congolais, vous savez qu'il y a des invisibles. Qu'il y a des invisibles parfois qui peuvent être 100 fois plus que cela. Et c'est ça qu'il faut combattre. Mais cela doit être canalisé au trésor public. Je vous remercie. Voilà, je réponds au nom de Maloum Bella de la RTNC. Je voulais savoir quelle a été la conclusion au terme des éclaircissements, au terme de la rencontre d'aujourd'hui. Vous avez fourni des éclaircissements quant à la gestion de l'organe CITES au sein de l'ICSN devant tous ces services. Quelle a été la conclusion, car on dit toujours les linges sales se lavent en famille. Oui, merci beaucoup, madame de la RTNC. Les clarifications ont été apportées, mais celui qui veut comprendre a compris. Mais vous savez, quand il y a le transfert des services, quand il y a pour les habits vers d'autres services, il y a toujours ce qu'on appelle des résistances. Il y a encore des résistances internes au sein des services. Les résistances persistent. Les résistances persistent. Je ne peux pas vous les cacher, certains étaient là. On vit, ce n'est pas pour rien que vous voyez notre conférence de presse commencer en retard parce qu'il y a eu des résistances des personnes qui croient que l'État ne peut pas changer le système. Ne peut pas changer le système. Un système qui n'a pas marché, notre gouvernement a le droit de le changer. De le changer, de refixer, de redéfinir. C'est ça le rôle du gouvernement. Et il a bien joué son rôle dans ce secteur. Parce que le gouvernement définit la politique de la nation de concert avec le président de la République. Et le gouvernement conduit cette politique. Ça, c'est une question de politique. C'est une question de politique de la nation dans ce secteur que nous laissons à l'appréciation des autorités qui ont les derniers mots. Oui. Monsieur Augustin Mungumbi, merci de votre disponibilité pour nous éclairer sur le fonctionnement de la CITES aujourd'hui, qui est géré par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais peut-être pour terminer complètement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les permis que vous accordez
aux exploitants, tant forestiers que fauniques. Et après, vous pouvez donner un dernier mot pour la population qui vous suit. Merci beaucoup, M. Dieudonné. Le permis que nous accordons, c'est un visa. C'est un visa de sortie et d'entrée qui est accordé à la suite d'une longue vérification de la légalité, de la traçabilité et de la durabilité. Donc vous voyez, ce sont des concepts un peu qui sont clés à ce niveau-là. Et cette vérification-là, c'est un travail de longue haleine. Beaucoup de personnes qui obtiennent ces permis, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à obtenir ces permis-là. Pour les obtenir, il faut être identifié préalablement. Il faut passer au crible, être bien identifié en ligne, sans être en contact physique avec nous. Et on doit vérifier l'existence de la personne. Si c'est une personne physique, est-ce que c'est une personne qui existe en RDC? Si c'est une société qui existe, le gérant. Maintenant que nous sommes en train de parler, il y a 2 sociétés qui attendent l'approbation de leur demande d'identifiant. Il y a l'une qui est au Congo central. Une mission doit être diligentée, pas aux frais de la société, sans déranger la société, de manière indépendante, pour aller contrôler, sans lui exiger un fonds. Et lorsque nous voyons qu'il est en ordre, il a rempli les conditions légales, on lui donne la réponse en ligne. Il y reçoit, il est notifié au téléphone, il est notifié également par mail et il va continuer, il voit la page de demande de permis s'ouvrir. Et pour obtenir ces documents de permis, il faut payer les taxes de l'État auprès des différents services d'assiette, dont les régies financières, donc au niveau des banques, retracées par les régies financières. Et une fois on a obtenu, on a payé ces taxes-là, on attache le preuve de paiement en ligne pour demander le permis. Et lorsqu'on voit tout est OK, en cas de doute, nous rapprochons les régies financières. Voilà pourquoi nous avons développé cette collaboration avec la DGRAD pour retracer les recettes de caractère central et pour vérifier si ça a été bien fait, si ça n'est pas bien fait. Il y a aussi les provinces. Il y a aussi les entités territoriales décentralisées. Une fois nous avons vu cela, et c'est le pouvoir que la CITES nous donne, de faire ce que nous appelons les avis d'acquisition légale, que nous avons fait dans le cadre de mettre fin aux mauvaises pratiques. Alors, une fois la personne remplit ces critères, il voit un permis dans son système qui est délivré automatiquement. Et ce permis que nous délivrons est au même moment que nous délivrons, vu par la douane, les services de contrôle, l'OCC et même à l'international. Et il va avec les espèces. C'est ça la procédure. Et ce permis-là, il est un imprimé qui vient de Genève qui nous l'envoie. Nous l'achetons là-bas. Chaque pays achète, met ses codifications pour les mettre en œuvre, pour rester conforme selon les modèles de la Convention. Oui, la durée d'obtention des permis dépend. Normalement, la durée minimum est de 15 jours pour une demande qui ne pose pas de problème. En fait, ne comparons pas la demande de permis avec la demande d'identifiant. Ce sont les 2 procédures différentes. La demande d'identifiant peut durer même 3, 4, 5, 6 mois. Parce qu'il faut vérifier. Il faut vérifier, par exemple, quelqu'un qui veut exploiter les animaux, il faut vérifier s'il a une quarantaine. S'il a un médecin vétérinaire qui le suit. Un médecin vétérinaire qui est reconnu, agréé par l'Ordre national des médecins vétérinaires. Vous comprenez tout ce travail-là, de vérification-là. Ça demande, s'il est à l'intérieur, nous devons dépêcher. Heureusement, l'ICSN est dans toute la République. Il y a des bureaux ICSN des provinces qui se déploient là-bas. Donc là, ça peut varier selon l'obtention de l'information. Mais un permis, lorsqu'on demande, la durée minimum est de 15 jours. Mais si on demande les espèces qui sont par exemple à l'annexe 2, nous devons demander l'avis d'une autorité scientifique qui est une université. Ça peut être l'université de Kisangani si quelqu'un veut exporter les oiseaux. L'université de donc l'Institut supérieur de Mbazangungu, quand quelqu'un veut exporter les poissons. Vous voyez là, il y a autant de services. Et là, il y a un délai que l'arrêté prévoit. Celui qui doit donner l'avis, il a 10 jours pour donner l'avis. Vous voyez, il y a 15 jours plus 10 jours. Mais au cas où l'espèce n'est pas de cette catégorie-là, il peut rentrer dans les 15 jours s'il est en ordre. C'est ça la procédure de délivrance de permis. Et cela est expliqué en ligne sur Internet. La personne peut consulter, il peut rentrer et obtenir ces informations même à l'étranger. Je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cette émission. En tout cas, vous avez certainement compris que depuis que la CITES est transférée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature comme organe de gestion, il y a aujourd'hui la traçabilité. Il y a aujourd'hui la traçabilité, c'est-à-dire il y a une sorte de transparence dans le processus de délivrance des permis. Il y a le respect de normes CITES. Il y a tout ce qu'on ne faisait pas hier et aujourd'hui, cela se fait. Et cela permet aujourd'hui à ce que l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur soit blanchie. Et tout cela grâce à cette équipe que vous avez vue, que vous venez de suivre, pilotée par le professeur Augustin Ngumbi Amouri. Si vous avez aimé, encourageons cette équipe à aller davantage dans le travail qu'elle est en train de fournir. Et ça, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous avons besoin de moyens. Les trésors publics ont besoin de moyens pour construire le pays. Et on ne peut que miser sur ce type de service pour que le pays puisse aller de l'avant. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous fixons rendez-vous dimanche prochain. Mais la rediffusion de cette émission, c'est pour ce jeudi à 11h05. Au revoir.